Lacan, nous et le réel, 26e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Comment vous sortir de la tête l'emploi philosophique de mes termes, c'est-à-dire l'emploi ordurier. Alors à l'heure où la psychanalyse fait l'objet de multiples interprétations philosophiques et un rapatriement du côté de la philosophie, il faudrait peut-être rappeler les fondamentaux de la psychanalyse et pourquoi Lacan en était arrivé à dire « Il faudrait que vous arrêtiez de faire un emploi ordurier de mes termes, c'est-à-dire un emploi philosophique. » Alors pour ça, il suffit de retourner à l'envers de la psychanalyse. Parce que l'envers de la psychanalyse, c'est le séminaire dans lequel il a mis en place la matrice des 4 discours. Mais l'envers, comme il le fait remarquer lui-même, ça consonne avec en vérité, l'envérité. Et l'envérité, c'est que dans ce séminaire-là, il y aborde beaucoup de choses, et notamment le fait que, vous savez que nous avons vu les 2 derniers séminaires, quelques aspects des 4 discours, donc il y aborde le fait que ce qui amène l'analysant en analyse, c'est le contenu latent de son discours, dont il ne sait rien. Donc plutôt, il ne sait pas qu'il le sait, ce qui est la définition de l'inconscient. Et c'est le S1 sous la barre du sujet barré dans le discours de l'analyste. Cet envers-là, en fait, Lacan dit que le discours du maître est lui-même l'envers du discours de l'analyste. Mais attention, pas l'inverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vais essayer de déployer devant vous, avec vous. Donc, reprenons l'origine de la réflexion analytique et notamment la manière dont Lacan, faisant état de son amitié avec Claude Lévi-Strauss, donne une nouvelle interprétation de ce qu'est le mythe. Le mythe, en fait, c'est quelque chose dont l'histoire ne peut être que midite. C'est quelque chose qui est un récit, une narration, dont les contraires s'opposent et reviennent à la même structure de ne pas coïncider avec eux-mêmes. Et donc cette définition du mythe va faire dire à Lacan que la vérité ne peut être que midite. Ensuite, Lacan lui-même remarque que la psychanalyse se bâtit sur un mythe qui est le mythe d'Œdipe. Et il en conclut, en lisant et en relisant Totem et Tabou et surtout Moïse et le monothéisme, Lacan dit que c'est le rêve de Freud, c'est-à-dire que le mythe d'Œdipe est le contenu manifeste de quelque chose de latent. Si l'analyse nous apprend quelque chose, c'est qu'il y a un envers.
Le rêve lui-même, qui assonne aussi avec envers, est toujours à interpréter selon des principes qui sont l'inversion, justement, le déplacement et la condensation. Il y a toujours un envers. Et donc, Lacan propose d'interpréter le mythe de Totem et Tabou, c'est-à-dire le meurtre du père de la horde primitive, comme le contenu latent du mythe d'Œdipe. Ça, c'est fondamental de comprendre ça. Parce que dans la réflexion de Lacan, il y a une recherche permanente de l'origine, de la source de cette découverte révolutionnaire qu'est la psychanalyse, qui a tendance aujourd'hui à être normalisée, à être ravalée à la psychologie et ramenée par le discours universitaire à quelque chose qui est émoussé, qui a perdu son arête, son tranchant. Or, le discours de Freud est absolument tranchant, Lacan est radical là-dessus, ce qui l'amène est quelque chose d'absolument révolutionnaire et ne peut venir, selon Lacan, que de cette tradition qui est celle de Freud, la tradition hébraïque. Et pour ça, donc, il va relire Moïse en essayant de saisir pourquoi Freud tient absolument à ce que Moïse ait été tué. C'est la thèse vraiment de Freud, le meurtre de Moïse. Donc le meurtre de Moïse correspond au meurtre du père de la horde primitive. Or, il n'y a dans les prophètes, quand on lit la Bible, rien de relatif à Moïse. Sauf dans le texte de Célin, qui lui-même en réfère au texte du prophète Osée et propose une interprétation, on peut dire osée, puisqu'il fait du texte lui-même, comme un texte onirique, une interprétation qui lui permet de conclure qu'à un moment, c'est bien de Moïse qu'on parle et que Moïse a été sacrifié. Alors pourquoi ce long préambule? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport avec la psychanalyse et quel est le rapport avec les discours? Ça paraît très brumeux et surtout des histoires abracadabrantes, totalement fantaisistes, hein, ces histoires de mythes, de pères de la horde, parce que Lacan dit, on peut imaginer même un orang-outan, mais il n'y a de traces nulle part. Or, Freud tient à ce qu'on affirme que c'est réel. Qu'est-ce que ça veut dire, là, réel? Eh bien, c'est là où, paradoxalement, nous allons pouvoir comprendre en quoi le discours du maître est l'envers du discours de l'analyste et que l'inverse n'est pas vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple hébraïque se rassemble sous le mode d'une ségrégation. Parce que Lacan insiste là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'absolument extravagant dans le mythe de Totem et Tabou, c'est de se découvrir tous frères. Ça semble vraiment un forçage, puisque même avec le frère génétique, on a un paquet de chromosomes qui ne sont pas en commun, et en fait la fraternité est toujours douteuse. Il y a des tas de choses qui nous font penser que ce forçage de la fraternité, en fait, aujourd'hui, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire l'idéologie de la mondialisation, de la globalisation, c'est cette forme. Et il y a même plus de sororité, puisque maintenant les hommes et les femmes doivent être indifférenciés, etc. Donc, on a cette espèce de forçage à la fraternité. Or, Lacan remarque dans l'envers, en relisant Totem et Tabou, que c'est un forçage et qu'il ne saurait y avoir de fraternité sans ségrégation. Il faut être isolés ensemble. C'est le cas du peuple juif, c'est-à-dire qu'ils sont isolés ensemble. Et à partir de là, apparaît la figure de Yahvé. Yahvé qui va
unifier ce peuple juif. Or, Yahvé, c'est l'apparition du discours du maître pur. C'est-à-dire, le père de la horde primitive est mort, et ce faisant, il est effectivement confondu avec le signifiant maître. Il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'un signifiant maître qui fonctionne tout seul, et tout le monde se met au travail. Parce qu'il n'y a pas besoin que le signifiant maître soit porté par quelqu'un pour fonctionner. Il fonctionne tout seul, et les Juifs se constituent comme peuple à partir de ce signifiant maître-là. Yahvé, donc, dont le nom est imprononçable, et qu'il faut toujours entourer de précautions, parce que justement, ce qu'il cache, la vérité qu'il cache du sujet divisé en dessous, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel, parce que du moment que le signifiant maître est embouti dans un maître lui-même qui s'appelle Yahvé, qui est le Dieu unique, bien qu'il y ait d'autres dieux, puisque Yahvé lui-même le reconnaît. Les Hébreux ne se sont pas soumis à devoir adorer un seul Dieu, mais à ne pas faire confiance aux autres dieux. C'est-à-dire, Yahvé ne nie pas leur existence, il dit qu'il ne faut pas leur faire confiance, donc de faire confiance qu'à lui. Donc c'est un pacte symbolique. Le pacte symbolique, c'est justement ce qui signifie le fait qu'il n'y a que du symbolique dedans. C'est-à-dire que le réel est entièrement embouti dans le symbolique. Là, on est dans le discours du maître avec un S1 qui est le signifiant maître totalement autonome, puisque le père est mort, et c'est là où le père devient père. Donc on peut dire que la psychanalyse, paradoxalement, c'est ce qui invente la fonction paternelle avec la figure de Yahvé. Donc aujourd'hui, quand nous sommes on n'est plus dans l'envers de la psychanalyse, on est à l'inverse de la psychanalyse, quand on est à décrier le patriarcat, etc., alors que Marx lui-même, à la fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, dit que le patriarcat, il y a longtemps que c'est mort. C'est-à-dire que nous sommes à l'inverse de la psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse, elle investit la fonction paternelle, parce que comme le dit Lacan, alors je ne sais plus si c'est dans l'envers ou c'est plutôt dans ce que le discours catholique ou quelque chose qui a un rapport avec le triomphe de la religion. Enfin, c'est pas un titre de Lacan, c'est un titre de Jacques-Alain Miller, parce que Lacan n'aurait pas intitulé son livre comme ça. Le père sert de passerelle tournante aux possibilités du désir. Sinon, le désir de l'enfant est intégralement capté, captivé, capturé par cette figure de l'ambivalence qu'est la mère. Et c'est dans l'envers que Lacan parle de la mère comme un crocodile dont il se pourrait bien que, sans qu'on sache trop pourquoi, elle referme comme ça son clapet sur l'enfant. C'est-à-dire, le désir de la mère est impénétrable pour l'enfant. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois susciter sa fascination, son admiration et son identification absolue, puisque c'est de là que jaillit, c'est de la vie, c'est de là qu'il est sorti. Mais en fait, s'il n'y a pas la figure médiatrice paternelle, en fait, l'enfant est dans une ambivalence qui est terrible pour lui. Et donc, la psychanalyse, paradoxalement, c'est ce qui invente la figure paternelle, sous la possibilité symbolique de ce que Lacan a appelé les noms du père, qui peut s'entendre non N-O-M-S ou non N-O-N, c'est-à-dire le fait de dire non. Alors, qu'est-ce qui empêche cette grande bouche de la mère éventuellement de se refermer sur l'enfant, cette bouche de crocodile? C'est ce que Lacan appelle le phallus, c'est-à-dire un bâton qui vient se mettre au milieu, comme dans les films de Tarzan, où Tarzan vient mettre une espèce de rouleau métallique ou un bout de bois, une branche qui empêche la gueule du crocodile de se refermer. Ça, c'est le phallus, parce que vous savez que le crocodile, entre autres, a cette captivante particularité de ne pas avoir de langue. Et donc, le phallus, c'est ce qui vient empêcher cette bouche de se refermer. Le phallus, c'est le signifiant maître absolu. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre la différence des sexes,
C'est-à-dire, comme dit Lacan, celle qui ne l'a pas est celui qui ne sait quoi en faire, parce qu'il ne peut pas être sans l'avoir. Donc, la définition homme-femme ne se joue pas sur être homme ou être femme, c'est absolument impossible, mais se joue à avoir ou être le phallus, puisque la femme ne l'a pas sans l'être. Voilà. Donc, là où je veux en venir expressément, c'est que ce qui caractérise la psychanalyse, c'est que c'est le discours. Ce qui caractérise la psychanalyse, c'est le discours dont elle s'ordonne, c'est-à-dire le discours de l'analyste. Et pour qu'il y ait discours de l'analyste, il aura fallu au préalable qu'il y ait eu un discours du maître. Et ce discours du maître, là, je viens d'en retracer un tout petit peu la genèse, on peut aller beaucoup plus loin là-dessus, mais en fait, il y a d'un seul coup, dans un peuple, la mise en place de ce discours du maître à travers justement le personnage de Moïse et sa mort, sa mise à mort par le peuple juif. C'est-à-dire qu'avec ce mythe-là, Freud capitonne ce qui structure l'ensemble de la discursivité, ce que découvre Lacan plus tard en 1969-70 avec l'Anvers, justement, c'est qu'il y aura eu ces discours. En découvrant la structure du discours de l'analyste, il met à jour rétroactivement les différents discours, donc on les a vus un peu, discours de l'hystérique, discours universitaire, et bien sûr le discours du maître. Et le discours du maître, en fait, ce n'est pas un maître qui tient le discours, mais c'est une fondation qui caractérise particulièrement la psychanalyse et rien d'autre que la psychanalyse. La psychologie ou la philosophie, qui sont justement des variantes du discours universitaire et qui sont qui lui-même est une variante du discours du maître, sont à l'opposé en fait de ce qui se passe là, c'est-à-dire le trait unaire qui va faire qu'un signifiant maître va signifier un sujet, non pas pour quelqu'un d'autre, un autre sujet, mais pour un autre signifiant. Donc ça veut dire que le sujet humain, il est déjà pris dans la division et il ne sortira jamais de cette division. Je dis ça parce que j'ai vu là que tout le monde maintenant poursuit ces thèses fumeuses millériennes ou solériennes de deux inconscients, etc. Il ne peut pas y avoir deux inconscients, c'est le sujet qui est divisé. Donc l'inconscient, Lacan le dit très expressément, je n'ai qu'un inconscient et j'y pense jour et nuit, c'est parce que l'inconscient, c'est ce qui se forme à partir de ce trait unaire, c'est-à-dire quelque chose venant de l'extérieur et qui a un effet de langage sur le sujet. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle ça un effet de langage, c'est-à-dire faire rentrer le sujet dans le langage. Et ça, c'est le signifiant maître. Et à partir de là, on est dans le discours du maître. C'est-à-dire que le sujet est pris dans le langage. Donc il appartient à un discours et il est signifié par un signifiant pour un autre signifiant. Et c'est ce qui différencie justement la psychanalyse de tout le reste que Lacan appelle sémiotique. La sémiotique ne parle pas du signifiant parce que le signe, c'est ce qui s'adresse, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un. Donc le quelqu'un, cette ombre-là à qui le signe s'adresse, fait oublier le signifiant. Or, le signifiant, c'est quelque chose de proprement inhumain. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une partie de nous qui appartient à l'inhumain. C'est ce que découvre la psychanalyse, au sens de découvrir, c'est-à-dire de rendre accessible à un moment très précis de l'humanité, avant que justement les Juifs subissent la Shoah, etc. C'est-à-dire que Freud, comme l'héritier de cette tradition ancestrale, vient amener et offrir le protocole de la libération avec le rappel justement de ce qu'il en est de nos origines et de nos origines en tant qu'elles sont le verbe, de que nous sommes pris dans le langage depuis le début.
Et donc ça, c'est vraiment ce que met Lacan en évidence dans l'envers de la psychanalyse, en expliquant de manière très précise, très rigoureuse, la façon dont fonctionnent les discours. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un pour les activer, ces discours, puisqu'il le dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça s'appelle un discours sans parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un prenne la parole pour être agi de là. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est aussi peu compris? Parce que c'est accepter quelque chose de fondamentalement vicié dans l'essence même de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inhumain qui est à l'origine et qui se déploie indépendamment de tout ce qu'on peut faire et dire, et notre liberté s'en trouve complètement obérée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien justement, le peuple juif accouche d'un génie comme Freud qui donne la possibilité de se remettre en contact avec ces éléments de langage, ce que Lacan va venir déployer et rendre accessible, notamment par la matrice des discours. Donc, se repérer dans la structure, c'est le minimum qu'on ait à faire en tant que psychanalyste, puisque, comme je vous l'ai dit en commençant, ce qu'il s'agit de mettre à jour dans les propos de l'analysant, c'est que le contenu manifeste de son discours est la manifestation d'un savoir qui est latent. Il y a un envers. C'est cet envers-là, justement, qu'il sait et qu'il ne sait pas qu'il sait. Donc, pour bien comprendre ça, Lacan met en scène donc les discours avec les barres. On peut dire que, vous savez, les fractions s'écrivent comme ça. 1 sur 3, c'est l'inverse de 3 sur 1, c'est l'envers. Donc la barre, c'est comme l'envers, c'est comme un miroir, et le miroir sur l'eau, et on voit l'autre côté. D'ailleurs, l'envers de la psychanalyse, le titre vient de l'envers de la vie contemporaine de Balzac, qui est aussi une histoire à dormir debout, comme il le dit, et il utilise cette œuvre de Balzac très peu connue pour essayer de rendre compte justement de ce qu'il en est de notre position. Parce que quand il y a l'envers, comme ça, comme l'histoire des fractions ou de la barre des discours, il y a toujours un lieu, c'est le lieu de la barre, qui est inaccessible. C'est un écart, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Et en fait, c'est la mise en scène là de cette inaccessibilité fondamentale que Lacan déploie dans l'envers à la suite de Freud. Et pourtant, il est très dur avec Freud. Il va au fond des textes, il va explorer les moindres recoins de Totem et Tabou et de Moïse et le monothéisme pour essayer de rendre compte justement de la logique, de la rigueur de Freud. Et il dit que les Juifs ont ce mérite, enfin maintenant ils le perdent beaucoup avec les nouvelles générations, mais c'était le peuple qui savait lire. Voilà, qui savait lire. Et qu'est-ce que ça veut dire que lire? Ça veut dire partir d'un écrit et commenter cet écrit. C'est-à-dire parler à partir d'un écrit. Parce que pour Lacan, l'écrit, ce n'est pas du langage. Mais pour accéder au langage, il s'agit de parler à partir de quelque chose qui est écrit. Et de parler entre eux. Et donc là, il y a une possibilité de revenir sur le langage, ce qui amène Freud à comprendre qu'en fait, l'inconscient lui-même, ce n'est rien d'autre que les discours, la manière dont le langage est venu figer certaines possibilités de notre destin, et il s'agit de dénouer par la parole ce qui a été noué par la parole. Donc Lacan, en pur freudien qu'il est, parce qu'il n'a jamais trahi Freud, et il reste absolument freudien, contrairement à ceux qui se disent lacaniens maintenant, qui ne reviennent pas à Freud, et qui perdent de vue justement le fait que, notamment, la psychanalyse est ce qui invente la fonction paternelle. Donc il faut savoir quoi faire avec. Les noms du père, comme dit Lacan, on peut s'en passer à condition de savoir s'en servir. Qui est un effet d'une construction langagière.
Le père réel, il n'a pas d'autre réel, je ne dis pas réalité, car la réalité c'est encore autre chose, je vais vous parler à l'instant, mais il n'est pas autre chose qu'un effet de langage. Je pourrais même tout de suite ne pas aller un tout petit peu plus loin, vous voulez remarquer que scientifiquement, c'est intenable, cette notion du père réel. Il n'y a qu'un seul père réel, c'est le spermatozoïde. Et jusqu'à nouvel ordre, personne n'a jamais pensé à dire qu'il était tel spermatozoïde. Naturellement, on peut faire des objections de ça. À l'aide de l'examen de groupes sanguins, de cette espèce de facteur Rhésus. Mais c'est tout nouveau, ça n'a absolument rien à faire avec tout ce que on a fait dans la solution du père. En sorte que s'il y a quelque chose que l'analyse pourrait faire poser comme question, enfin, il n'y a quand même pas dans les tribus Aranda qu'on pourrait poser les questions de ce qui est réellement le père dans une occasion, une femme qui s'est trouvée engrossée. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas? On en a de temps en temps le soupçon. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas dans une psychanalyste qui soit, même si ce n'est pas lui du tout qui l'a fait, là, sur le terrain spermatozoïdique, qui soit le père réel, puisque c'est à propos de quelque chose qui est le rapport de la patiente avec disons, la situation analytique s'est trouvée finalement mère. Il n'y a pas besoin d'être à remplacement pour se poser des questions sur ce qu'on appelle on aperçoit du même coup, parce que ça nous élargit les idées, qu'il n'y a pas besoin de prendre la référence de l'analyse, que je prie comme la prudence, pour que la même question se pose. Et là, on peut très bien faire un enfant à son mari, et que ce soit, même si on n'a pas fait être l'enfant de quelqu'un d'autre, justement celui dont on aurait voulu qu'il fût bête, c'est à cause de ça qu'on a eu un enfant en mer. Alors, vous voyez, ça nous entraîne comme ça, ça nous entraîne un petit peu dans le rêve, car je dis, non, je ne le fais. Là, le père réel, c'est évidemment pas le géniteur. Hein. Le père réel, comme l'explique Lacan dans, je crois que c'est dans l'Envers aussi, ou dans des discours qui ne seraient pas du semblant, c'est, par exemple, celui auquel pense la femme, mais pas dans ses pensées inconscientes, hein, quand elle est féconde. Par exemple, ça peut être son psychanalyste, même si lui n'a rien à voir dans l'histoire. Disons, avec ce qui s'appelle la germination, le spermatozoïde, ça n'a rien à voir avec ça. Ou ça peut être Dieu lui-même, hein, dans le cas de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le discours du maître de Yahvé. Et donc le père réel, ça n'a rien à voir avec le père imaginaire ou le père symbolique. Et le père réel n'a de réel que le fait qu'il soit de l'ordre du pur verbe, c'est-à-dire que ça a quelque chose à voir avec exclusivement le langage. Voilà. Et notre immersion dans le langage. Donc vous allez avoir des enfants, par exemple, qui ressemblent à un homme qui pourtant n'a pas fécondé la femme. Mais c'est quelque chose qui existe, hein. Vous pouvez le rencontrer souvent. Qui devrait produire une ontologie correcte. Évidemment, pour la psychanalyse, il ne peut pas y avoir d'ontologie, sauf à l'écrire
H-O-N, c'est-à-dire l'ontologie, comme dit Lacan, de ne pas mourir de honte. Parce que, pour revenir à cet affect-là, l'affect, c'est l'effet de langage, hein, c'est-à-dire le fait qu'il se passe quelque chose qui nous accroche et qui fait de nous des êtres parlants, même si nous ne parlons pas. Hein, bien sûr, les gens qui sont mutiques, les autistes ou les gens qui ne parlent pas, ont un bloc audio-vocal et ils sont malgré tout travaillés par le langage. Donc, nous sommes des êtres parlants parce que nous sommes accrochés par cette vérité-là. C'est ça qui caractérise le discours du maître, c'est-à-dire que nous sommes signifiés par un signifiant. Voilà, un signifiant maître. C'est ça la dura lex sed lex, comme disaient les Romains. C'est-à-dire la dure loi, mais c'est la loi. Donc, c'est ce que découvre Freud. Hein, le fait de transformer le signifiant, qui signifie le sujet pour un autre signifiant, dans un signe qui signifie quelque chose pour quelqu'un. C'est-à-dire toute la littérature analytique, pratiquement, qui vous explique ça, c'est ça, ça, c'est ça, toute l'herméneutique. C'est-à-dire où l'auteur lui-même ne se met pas dans le monde qu'il décrit, mais qui l'observe d'une distance de métalangage, comme il regarderait le monde depuis son balcon, mais lui, il n'y est pas dedans. Tout ça, c'est de la sémiotique, c'est-à-dire c'est du signe qui s'adresse à quelqu'un. Donc s'adresse à quelqu'un d'imaginaire, justement. Or, ça, pour Lacan, c'est ce qui devrait nous faire mourir de honte. Voilà. De trahir à ce point le langage, de trahir à ce point le signifiant, pour être dans le signe. Donc, évidemment, là, il épingle le discours universitaire, puisque c'est le discours le plus honteux qui soit. C'est-à-dire de faire croire qu'il y a des signes qui s'adressent à quelqu'un, sans que le signifiant, qui signifie le sujet qui lui porte, est porté par ce discours plus qu'il ne le porte, n'en ait pas la moindre idée. C'est ça qui devrait le faire mourir de honte. Comme s'il se retrouvait d'un coup avec son pantalon sur les chevilles en public, où tout le monde voit qu'il essaye de faire croire quelque chose à quelqu'un, alors qu'en fait, il est signifié par ce qu'il est en train de dire. Voilà, ça c'est l'origine de la psychanalyse, et c'est ce qui est justement indépassable, et ce qui fait que Lacan répudie la philosophie, bien qu'il la connaisse parfaitement bien, dans ses moindres recoins, parce que justement la philosophie va toujours finir par servir le maître. Or, la psychanalyse propose un chemin de désaliénation avec la création de Lacan que représente l'objet petit a. Mais ça, peut-être je le ferai dans un autre séminaire parce que ça va nous amener trop loin. La seule création que Lacan revendique. La parole, c'est ça qui a joué le rôle charmant. Elle n'est pas plus ragoûtante. En vérité, c'est évidemment ce qui a fait saisir mal ce qui était de l'importance mondiale. On a confondu une sorte de manipulation, cette parole qui n'a pas d'autre manière symbolique, on l'a confronté avec ce qui en était difficile. Grâce à quoi, ça n'est jamais n'importe quand, ni n'importe comment, la parole fonctionne comme ça. Ah, merci de me lancer là-dessus, parce que c'est là où je vais essayer de faire le joint entre justement ce qui caractérise la psychanalyse, on vient de le voir, donc c'est cette notion de signifiant qui fait que le signe lui-même devrait nous faire mourir de honte. Donc, le signifiant, c'est ce qui divise le sujet que nous sommes. Divisé entre quoi et quoi, on l'a dans les discours, hein, dans la matrice des discours, vous vous souvenez, il y a la vérité, en bas à gauche, qui va se diviser entre le semblant, qui est au-dessus de la barre, c'est-à-dire en haut à gauche, et la jouissance, qui est en haut à droite,
sur l'autre fraction, en haut, et après on va voir le reste, ou le produit, qui va être sous cette barre-là. Mais au départ, on a cette vérité, semblant et jouissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui caractérise l'homme comme espèce sur cette planète? Là où on est dans une espèce de confusion aussi absolue d'antispécisme ou je ne sais quelle connerie. Qu'est-ce qui caractérise l'homme? Réponse, la sépulture. C'est-à-dire que on reconnaît l'espèce Homo à ce qu'il enterre ses morts. Non seulement il les enterre, mais en plus, il y a quelque chose de l'ordre d'un soin apporté à la tombe qui fait que il n'y a pas tellement de différence que ce corps-là soit vivant ou mort. C'est-à-dire, c'est le corps qui est marqué par la parole. C'est le corps qui est symbolisé. C'est le corps en tant que porteur de la loi symbolique par rapport à toutes les autres espèces. Donc on va retrouver dans les tombes, par exemple, au milieu des ossements, c'est-à-dire des restes du corps lui-même, des objets de jouissance. Le corps n'est que le corps de jouissance qui est marqué par la parole. Voilà l'origine du trait unaire, ce qui vient avant le signifiant, ce qui vient comme inscription préalable, c'est-à-dire comme un vide, un creux, sur lequel le signifiant vient se poser. Et donc comment Lacan découvre ça? Avec les animaux domestiques. C'est-à-dire qu'il se rend compte que les chiens adorent les charognes et les rapportent à leur maître. Mais il n'y a pas que les chiens, les chats aussi, vous leur donnez à manger, et puis pour vous faire plaisir, ils vont chasser une souris, ils vont vous ramener la souris. Ils ramènent les charognes, les chats domestiques. Ça veut dire que eux, ils sont soumis au registre de la parole, mais sans la voir. Ils ne peuvent pas parler, mais ils entendent la parole humaine. Et donc ils reconnaissent. Alors Lacan, là, cite une auteure où il y a le fait qu'elle enterrait ses servantes et que les chiens étaient tout contents de lui ramener les ossements. Parce que pour les chiens, il n'y a pas de différence. S'ils étaient, comme dit Lacan, s'ils étaient un peu moins gâtés, que vous ne leur donniez pas tout ce qu'il y a dans votre assiette, ils vous ramèneraient très souvent des charognes, parce que pour eux, c'est une joie de faire comprendre que vous êtes, vous, le corps qui est marqué par la parole, c'est-à-dire qui est inscrit dans l'ordre symbolique depuis le début, ce qui vous différencie de toutes les autres espèces. C'est pour ça que les chiens sont fidèles à l'homme. Et pour dire une petite bêtise, Karl Kraus disait le chien est fidèle à l'homme, mais est-ce que le chien est fidèle au chien? Mais c'est pas si idiot que ça, hein. Parce que justement, s'il est fidèle à l'homme, c'est parce qu'il est fidèle au symbolique, justement. Il reconnaît en l'homme le porteur de la loi symbolique, ce en quoi, justement, l'homme lui-même a un devoir vis-à-vis de toutes les autres espèces. Là, je deviens un peu heideggerien, mais d'être le berger de l'être, comme dit Heidegger, là, Lacan s'inscrit en faux. Il dirait plutôt le berger du sujet divisé. Ça lui donne la responsabilité vis-à-vis de toutes les autres espèces de la planète, mais pas de supériorité. La responsabilité de devoir en répondre. Voilà. Donc ça, c'est la première incise par rapport à la notion de charogne. Il y en a une autre qui est un autre petit développement qui peut être mis en rapport avec le fait qu'à un moment, il y a eu deux espèces Homo sur la Terre concomitamment ou simultanément. Il y a eu Homo sapiens et Néandertal. D'après ce qu'on retrouve, les deux faisaient des sépultures, donc ils étaient tous les deux espèces Homo, donc il y avait des tombes avec des objets, etc., des objets de jouissance, hein, les colliers, bon ça vient plus tard, hein, les colliers, les armes, etc., c'est avec les Égyptiens le grand peuple de la mort, hein, de la consécration absolue de la mort, hein, avec des pyramides entières pour un
un dignitaire égyptien. Donc ce rôle de la mort, là, de la charogne, est primordial pour l'être humain. Et on retrouve chez les deux espèces des tombes. On constate de la science, le discours universitaire non pollué par le discours capitaliste arrive à discerner, à ramener certains signes intéressants, hein, parce qu'évidemment le signe, c'est pas à rejeter, c'est juste, il faut faire valoir le signifiant sur le signe, hein, mais le signe, on commence avec le signe, et puis peut-être on finira avec le signe, hein, on n'est plus que des signes à la fin, on n'est plus que des mots à la fin. Mais en tout cas, le passage par le signifiant est impératif, c'est ce qui signifie le passage par la psychanalyse. Sinon, il n'y aura pas eu de passage par la psychanalyse sans passage par le signifiant. Par cette épreuve-là du signifiant qui amène la division du sujet, la destitution subjective, etc. Donc, je reviens sur ces deux espèces. Apparemment, tous les deux avaient un bloc audio-vocal susceptible d'accueillir la fonction de la parole chez l'homme, puisque c'est ce qui nous caractérise, d'être des corps parlants. Et ce qui semble curieux, c'est que Néandertal paraît plus costaud. 1m70, 90 kg pour les hommes, 1m60, 70 kg pour les femmes, robuste, vivant plutôt dans les lieux plus froids, par rapport à Sapiens dans les lieux plus chauds, qui lui est moins costaud, et il semblerait, disons les hypothèses scientifiques disent que les femmes néandertales ne pouvaient pas être croisées avec des femmes, avec des hommes sapiens. Et donc il y aurait eu une extinction de l'espèce néandertale au profit de sapiens dont nous serions les représentants, bien que nous portions des chromosomes encore de Néandertal. Mais progressivement, en fait, c'est sapiens qui auraient pris le dessus, malgré une conformité physique qui semblait plus avantageuse du côté de Néandertal. Alors, quelle hypothèse tirer de ça, si ce n'est que c'est de l'autre côté que ça se passe. Ce n'est pas du côté de la force, de la puissance physique, mais du côté de la parole. Que c'est du côté, effectivement, où la parole qui a un rapport avec l'utérus, hein, c'est-à-dire l'utérus est un organe qui vit en suspension, comme le cerveau, et qui est quelque chose de très éthéré. Vraisemblablement, l'espèce sapiens était un peu plus avancée sur le chemin de la parole. Et donc nous sommes les héritiers, justement, parce que notre chemin est un chemin de parole. C'est par là que nous devons passer, c'est-à-dire transformer ce monde-là en parole afin de parcourir notre chemin, notre destin qui est marqué depuis le début. Comme on marque un bétail, nous sommes marqués depuis le début par la parole. À partir du moment où on va avoir certains scrupules qui sont à se rapporter correctement à ce que j'appelle les termes, certains discours fondamentaux, on peut les regarder à deux fois avant de se précipiter, profiter de lignes qui s'ouvrent. C'est une responsabilité de véhiculer la charogne dans ces couloirs. La charogne, c'est plutôt... alors, si on la traite en métonymie, c'est un état de décomposition du corps. Ça a un côté char, la chair, rogne, ça a un côté peu ragoûtant, quelque chose qui se décompose, etc. C'est pour faire prévaloir que ce qui compte, c'est l'esprit, c'est la parole. Hein, et sur le plan métaphorique, nous ne sommes que des charognes en devenir. Métonymiquement, d'ailleurs Lacan le laisse entendre, ramener justement du sens, du signe et du sens
sans qu'il y ait l'étape du signifiant qui marque le rapporteur, c'est ramener des mots qui ne sont que des charognes, qui sont des mots vidés, qui sont de la pourriture, des mots en décomposition. Et effectivement, là, on peut parler de mots qui sont des charognes, et Lacan en parle aussi comme ça, pour spécifier justement le discours universitaire. Le discours universitaire qui soutient le discours capitaliste dans lequel nous vivons. Donc la psychanalyse est non seulement toujours d'actualité, mais elle est plus que jamais la seule discipline, je dirais, parce que ça exige une discipline de la part de l'analyste, d'avoir justement ce rapport au signifiant qui le signifie, lui, auprès d'un autre signifiant, avant de le signifier auprès des autres, comme signe. Donc c'est la seule discipline qui permet aujourd'hui de ne pas être totalement recouverte par le discours capitaliste. Alors Lacan est assez, pessimiste là-dessus, hein, puisqu'il dit qu'il ne sait pas si la psychanalyse survivra. Elle n'en prend pas le chemin, vu qui la représente dans les plus grandes instances, et la manière dont on en parle. Ce n'est plus du tout de la psychanalyse, ce n'a plus rien de subversif, ce n'est plus que quelque chose qui vient faire semblant de petites différences, qu'ils appellent maintenant singularité, hein, mais ça n'a rien à voir avec ça, la singularité. Donc petites différences, le narcissisme de la petite différence, qui se font parfaitement, qui est parfaitement adapté au discours dominant, qui est le discours capitaliste, soutenu par son principal pilier, qui est le discours universitaire. Mais cependant, la psychanalyse, je ne peux pas dire que je ne partage pas le pessimisme de Lacan. C'est-à-dire que je comprends très bien que lui puisse dire que c'est la religion qui va triompher. Parce que, d'une certaine manière, le recours au sens et la toute-puissance du sens est quelque chose d'increvable. Mais je reste malgré tout persuadé que la psychanalyse survivra. C'est-à-dire pas de manière spectaculaire et dominante, mais dans le recours aux forêts, comme disait Ernst Jünger, c'est-à-dire dans des replis, dans des zones où justement la parole a une autre valeur que ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc je crois, du moment qu'elle est née, et qu'elle est née de la manière dont elle est née, où elle est née, comment elle est née, je pense que la psychanalyse survivra. Mais de là à dominer, non, évidemment, parce que ce qui domine, c'est toujours justement l'envers. Hein. L'envers, c'est le discours du maître, et plus il est inconscient, c'est pour ça qu'on peut dire que le discours du maître, c'est l'inconscient, plus il domine. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que, justement, le discours du maître veut dire qu'il n'y a pas de mal. Alors, on l'entend comme on veut. Hein. M-A avec un accent ou pas. Parce qu'au départ, c'est qu'il n'y a plus de mal, il n'y a plus d'homme en tant que masculin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il y a juste le père mort, donc la charogne. Et ça, c'est ce qui domine. Alors, depuis le début de l'humanité, beaucoup d'essais ont été faits pour sortir de là. Hein. Je pense même Heidegger a été très mal compris. Hein. Il a fait des erreurs monumentales et bon, il s'est fait... mais il voulait faire un travail sur le langage. C'est sur le langage qu'il voulait faire un travail. Hein. C'était pas... Donc la puissance du discours dominant, c'est ce que nous négligeons le plus, et c'est là où nous nous montrons de piètres psychanalystes. Parce que le premier souci du psychanalyste doit être dans quel discours je suis pris, comment je puis me repérer dans la structure. Ça serait la seule manière de ne pas mourir de honte. Ouais. Ouais, mais c'est une société qui est profondément malheureuse, qui joue à être heureuse, donc ça c'est le rôle des réseaux sociaux, de se montrer sur son meilleur jour, etc. C'est le rôle des médias, de faire voir, justement, de ne jamais montrer l'envers. Hein. Mais quand on
quand on voit et on entend des gens en analyse, on s'aperçoit du malheur et que cette vie est marquée par les ravages que fait le verbe. Donc 90% au bac, ça ne veut pas dire que les enfants sont plus intelligents qu'auparavant. Peut-être même ça veut dire l'inverse, malheureusement. C'est-à-dire que moins il y a de langage, plus il y a de déliquescence. Comme c'est le cas, moins il y a d'intelligence, puisque le langage est lié à la lecture et la lecture elle-même à l'intelligence, puisque c'est lire entre les lignes. Donc moins il y a de langage, moins il y a de monde et moins il y a à lire entre les lignes.